Alors, petit tour de table de présentation, hein, je vais faire dans le sens de présentation. Donc, Cédric Pin, vous êtes maire de Mios, vous êtes aussi au comité syndical du PNR. Nathalie Leyondre, vous êtes présidente de l'Office de tourisme Cœur de Bassin, maire d'Audange. Alors, si j'oublie, je vais dire vos casquettes principales qui sont celles liées notamment aux problématiques qu'on aborde aujourd'hui. Hein. Il est possible qu'il y ait des choses qui passent à la trappe. Vous m'en excuserez ou vous corrigerez par vous-même. Donc Jean-Luc Glaise, bonjour. Vous êtes VP du parc chargé du tourisme. Vous êtes président du département de la Gironde. Sandrine Derville, bonjour. Vous êtes donc VP de la région Nouvelle-Aquitaine, chargé du tourisme. Et Renaud Lagrave, bonjour. Vous êtes président du parc, VP de la région Nouvelle-Aquitaine en charge des transports et de la mobilité. Et vous êtes également président du GIP Littoral. Donc les règles du jeu sont simples. Cette année, on a décidé de ne pas faire une table ronde où les élus s'exprimeraient de façon complètement libre, mais plus de façon sollicitée. Donc sollicitée par des questions que vous avez posées. Donc cette occasion, on vous l'a donnée lors de votre inscription. Votre bulletin d'inscription comportait notamment une partie où vous pouviez poser des questions. Alors ces questions sont passées par la moulinette de l'intelligence collective du PNR. On a réussi à déterminer 5 catégories principales et on va poser à des élus ciblés justement ces questions en fonction de leurs compétences principales et ils vont pouvoir s'exprimer sur ces sujets. Donc on va commencer tout de suite par une question liée au tourisme et à la mobilité, qui est davantage adressée à Renaud Lagrave, Sandrine Derville et Cédric Pin. La voici. Donc, la région Nouvelle-Aquitaine a pour ambition d'être la première région touristique durable. Comment fait-on pour parler de durable sans ou avec très peu de moyens de transport alternatifs hors littoral et grandes villes ? Je vais peut-être commencer, puis je pense que je laisserai la parole à Renaud, parce que allez, je finirai par la question de l'intermodalité, sur laquelle j'imagine Renaud rebondira cette fois avec sa casquette d'élu régional. Comment fait-on ? Je pense que c'est un mix de plusieurs choses. Premièrement, il y a, bien sûr, on ne va pas se le cacher, la plupart de nos clientèles viennent en Nouvelle-Aquitaine en voiture. Pour certains, ils viennent même en avion, pour ceux qui viennent de l'étranger. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est, pour nous en tout cas, celui du dernier kilomètre et celui de les faire poser leur voiture pendant leur séjour, à la limite qu'ils viennent en voiture. S'ils peuvent venir par d'autres moyens, on y travaille, et notamment en ce qui concerne la région, surtout ce qui concerne le ferroviaire. Mais ensuite, une fois qu'ils sont ici en vacances, qu'ils posent leur voiture. Alors plusieurs moyens. Premièrement, nous, au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, on travaille à développer le tourisme d'excursion, le tourisme nature, le tourisme pour visiter les destinations rurales, visiter les destinations de l'intérieur en proposant différents modes de mobilité. Deuxième sujet sur lequel on met un certain nombre de moyens, c'est le développement, c'est utiliser le numérique. Et je vais citer un exemple, plutôt que de vous lister, de me lancer dans une liste à l'après-vert des différentes aides régionales. Le numérique et les applications numériques peuvent inciter les touristes justement à ce tourisme d'excursion. Il y a les applications d'itinérance, l'application Itiaki par exemple, pour les Aquitains qui, à mon avis, sont largement majoritaires dans la salle. C'est pour ça que je me permets de citer un exemple aquitain qui permet de recenser tous les itinéraires cyclables, pédestres, et j'en oublie, on commence à rentrer aussi des itinéraires équestres et on va y travailler dans Itiaki. D'autres applications aussi qui incitent le touriste à visiter les destinations rurales, et je vais citer Terra Ventura, qui est une application, le jeu, je pense que vous le connaissez tous, de géocaching, une chasse au trésor qui attire particulièrement les familles, mais pas que, et qui a l'avantage dans les familles d'intéresser à la fois les petits mais aussi les plus grands.
c'est quelque chose qui a été développé en ex-Limousin. On était au départ, je crois, quand on a commencé ce mandat, on devait être à 200 000 joueurs par an. Cette année, donc en 2018, là, on a dépassé le million et demi de joueurs. Et ça augmente chaque année. On a, je crois, aujourd'hui à peu près 400 parcours partout en Nouvelle-Aquitaine. Et en particulier, la plupart des parcours sont dans les zones rurales et qui amènent les touristes à visiter nos territoires ruraux. Donc c'est aussi ça qui peut développer les territoires ruraux. Et le deuxième, le deuxième enjeu pour nous, pour justement les faire aller vers ces territoires par des moyens plus propres, plus écologiques, c'est de développer les itinérances. En premier lieu, je pense à l'itinérance cyclable parce que pardon, mais j'ai un petit peu en ce moment le nez dedans, puisque je suis en train de finaliser le schéma régional vélo-route voie verte. C'est aujourd'hui un enjeu extrêmement fort. On est la région, bien sûr par la superficie, mais pas que, parce qu'il y a aussi eu un travail énorme de l'ensemble des collectivités, parce que c'est vraiment un sujet sur lequel il faut qu'on travaille tous, de l'échelon le plus local à l'échelon le plus éloigné, l'échelon européen, puisque c'est un sujet sur lequel on a la chance de bénéficier de fortes aides de l'Europe. On va justement travailler à ce que ça continue dans les futures programmations, à ce que l'Europe continue à accompagner le développement d'itinéraires cyclables, mais c'est la création d'itinéraires, c'est l'enjeu sur lequel on a beaucoup travaillé, et c'est ce qui coûte le plus cher aux collectivités, on va dire, mais pas que, c'est aussi accompagner tout un tas de services, et c'est vraiment un des principaux objectifs que nous avons dans les prochaines années. Maintenant qu'on a un gros maillage d'itinéraires sur le territoire, bien sûr, poursuivre ce maillage et continuer à accompagner la réalisation d'itinéraires sécurisés, c'est aussi souvent la deuxième étape. D'abord, on commence par faire un itinéraire, puis ensuite, petit à petit, on le sécurise, on fait du site propre. Les collectivités, les représentants de collectivités locales ici présents ne me contrediront pas, je pense. Mais aussi maintenant, il nous faut développer tout un tas de services autour de ces itinéraires, développer des hébergements, des accueils vélos, des dispositifs de location, parce que on peut pas non plus toujours tout faire avec son propre vélo. Parfois, il faut trouver des vélos sur place, pouvoir les louer, pouvoir garer son vélo. Donc, tout un tas de services à développer. Et on estime que d'ici 2030, la réalisation de ces itinéraires et de ces services tels qu'on va les proposer dans le schéma régional vélo-route voie verte, on estime que les retombées économiques pour nos territoires sont de l'ordre de 100 millions d'euros. Donc c'est assez énorme. Moi, quand on m'a annoncé ce chiffre, je me suis dit, c'est effectivement intéressant. On le savait, on le sait tous, le touriste à vélo, parce qu'il prend plus de temps, parce qu'il dépense déjà moins par son moyen de transport, va dépenser plus sur nos territoires. Mais c'est un enjeu fort. Et bien sûr, le dernier autre enjeu, autre objectif sur lequel on travaille d'ailleurs avec Renault depuis plusieurs mois, et sur lequel on va continuer à travailler, d'une part parce que la loi l'homme nous a donné cette compétence maintenant aux régions du cyclable. En tout cas, on doit intégrer les politiques cyclables aussi dans nos politiques de transport, mais on n'a pas attendu que l'État nous transfère cette compétence, bien sûr sans nous transférer davantage de moyens. Enfin, je ne sais pas si tu as entendu toi, Renaud, annoncer des moyens. Moi, j'ai juste annoncé qu'on nous disait qu'il fallait qu'on en fasse plus, mais toujours avec les mêmes moyens. Mais on va le faire, on va y travailler, on va aussi, et on ne sera pas trop deux, je pense, tout mettre en œuvre pour convaincre notre président de faire ces choix-là aussi, de réorienter un certain nombre de crédits vers le cyclable, mais là, pas cette fois le cyclable d'itinérance, dont moi je m'occupe plus particulièrement, mais vers l'intermodalité au sens large. On a un certain nombre de propositions sur... D'une part, on pense bien sûr à l'embarquement des vélos dans les trains. Je vais laisser Renaud en parler, mais c'est pas toujours la solution. Bien sûr, il faut améliorer ça. L'État nous le demande, mais ça n'est pas. On peut pas mettre tous les vélos dans les trains. L'objectif, moi, je prends quasiment tous les jours le TER. Il y a déjà beaucoup de vélos dans les TER, et je pense pas qu'on va pouvoir en mettre éternellement plus. Donc on développe un certain nombre de dispositifs. On a par exemple travaillé avec la SNCF, et une fois n'est pas coutume, on va leur rendre hommage. Ça a été plutôt constructif sur ce point-là. Je sais que Renaud, tu galères avec eux sur plein de sujets, mais sur la question de l'embarquement des vélos sur Bordeaux-Arcachon et Bordeaux-Hendaye, on a développé des expérimentations qui nous ont permis d'avancer. Mais maintenant, l'enjeu, c'est d'avoir des services en gare aussi, d'adapter nos gares pour favoriser l'intermodalité, permettre aux personnes qui veulent utiliser vélo TER de pouvoir
garer davantage leur vélo dans les gares pour ne pas monter leur vélo dans les TER, mais laisser leur vélo en gare, mais par contre de façon sécurisée, pouvoir laisser leurs bagages, parce que quand on vient en vélo, forcément on ne peut pas trimballer derrière toute une remorque et toute une valise. Donc, comment est-ce qu'on peut améliorer ces services-là et faire que une fois qu'on arrive à destination aussi, si on veut continuer en vélo, on peut louer un vélo, ou on peut trouver des vélos sur place ou d'autres moyens de mobilité douce. Voilà rapidement les sujets sur lesquels on travaille et sur lesquels on est vraiment sur une politique transversale à l'échelle de la région. Et donc je passe tout de suite le micro à mon collègue ou peut-être à Monsieur Pin, et Renaud, tu prolongeras. Non, mais pour dire qu'effectivement, quand on parle de tourisme durable et de mobilité, il faut déjà aussi qu'on ait quelque part des attractivités, des points d'intérêt localement. C'est important. Donc je pense que chaque collectivité travaille à améliorer la qualité de nos prestations. Donc par exemple à Mios, il y a l'Acrobranche qui a été créée, on a évidemment l'Air avec le Calais, on a le Lake City qui a été fait. Enfin, il y a le parc Pirabeille, enfin, d'énormes. Je pense qu'il faut aussi d'abord travailler à proposer des prestations sur place. Ça, je pense que c'est la première chose. Et après, en termes de mobilité, effectivement, nous, on a la chance d'avoir cette piste cyclable départementale Mios-Bazas qui, après, permet de rejoindre le bassin d'Arcachon. Donc c'est, pour le tourisme, un atout indéniable, mais ça ne fait pas tout en termes de mobilité. On sait très bien que c'est bien pour se déplacer, pour faire du tourisme, mais en termes, quand on parle de mobilité pour aller sur d'autres sites, c'est quand même un peu plus compliqué. Donc on a essayé, avec la Coban notamment, de mettre des vélos électriques à disposition. Ils sont juste devant la salle des fêtes. Donc avec une application, c'était un test. On a vu qu'il y avait un double usage. Pour nous, c'était un usage, on va dire, utilitaire et touristique. L'usage utilitaire, il faut le dire, pour le moment, ça n'a pas trop bien marché. L'usage touristique, mieux. D'ailleurs, la station qui a le mieux marché, c'est Audange, parce que c'est celle qui est peut-être le plus en lien avec le tourisme. Donc, c'est la fonction qui... Voilà, puisque c'est vrai que le vélo électrique, ça donne de suite une capacité pour aller un peu plus loin et accessible à plus de monde. Donc, on fait des tests. On a fait aussi un test d'avoir un véhicule en autopartage. Donc, un sur Biganos, un sur Mios. Alors, je n'ai pas les résultats sur Biganos, mais sur Mios, pendant toute la période estivale et jusqu'à septembre, on a mis à disposition, donc on peut très bien la louer pendant un quart d'heure, une heure, la journée, la semaine. Voilà, on a eu à peu près 0 location. Donc ça n'a pas tout à fait bien marché. Donc je crois qu'il y a des tests encore à faire, il y a des améliorations, voilà, mais on est dans cette recherche d'améliorer les mobilités. C'est aussi les transports en commun. On a une ligne qu'on appelait autrefois Transgironde, mais qui passe devant, la 610, qui permet notamment au Miocé, pour tous les habitants aussi de Belin-Bellier, du parc, et puis après de rejoindre la gare, et de rejoindre après, pendant l'été, jusqu'aux plages océanes du Cap Ferré. Donc c'est quand même une chance. Nous, on y travaille à la Coban pour essayer d'améliorer la fréquence. Donc dans le prochain marché, on va essayer encore d'améliorer ça pour augmenter la mobilité. Et puis une petite action peut-être un peu spécifique à Mios, c'est qu'on sait qu'on a cette possibilité, c'est une chance énorme d'avoir nos gares. Donc on fait une navette, ça fait maintenant 4 ans je crois qu'on fait ça, une petite navette que pour les jeunes, donc pour qu'ils puissent, parce que le tourisme c'est aussi pour ceux d'ici, c'est évidemment pour ceux qui viennent d'ailleurs, mais c'est aussi pour ici. Donc nos jeunes qui puissent aller notamment aux plages, donc on fait une petite navette gratuite qui fait tout Mios, la canot de Mios, l'Idette Mios, et qui les amène à la gare de Biganos, qui vont rejoindre par le train Bordeaux, parce que c'est aussi une destination, et les plages océanes, parce qu'on les amène à la gare du Teche. Et là, c'est vrai qu'à la Cobas, il y a un réseau qui s'appelle Baya, et pour 1 €, donc en gros, ils ont le transport gratuit jusqu'au Teche, après 1 €. Voilà. Donc on essaie d'innover et de proposer, comme je disais bien, des structures sur place, mais également d'améliorer ces mobilités. D'accord, merci beaucoup Cédric. Peut-être la région, pour reprendre la main sur la question. On va essayer juste après de faire un peu plus concis dans les réponses, bon, si cela vous va. Je vais essayer d'être rapide. D'abord, bonjour à toutes et à tous, et merci Cédric de nous accueillir aujourd'hui pour cette réunion. En quelques mots, et par rapport à la question de la mobilité liée au développement touristique, il y a, et Sandrine l'a dit, bon, on ne va rien inventer, on ne va pas réinventer les chiffres parce que de toute façon c'est la réalité. Tout le monde vient en voiture, bon, contact. Donc à partir de là, pourquoi ils viennent en voiture? Il y a 2 sujets. Il y a le sujet évidemment de l'accessibilité d'un certain nombre de territoires. Il y en a qui sont plus accessibles que d'autres.
J'entends par là qu'à partir du moment où vous avez le métro, le RER et puis tout ce qui va bien, vu de Paris, évidemment, sur le territoire de Nouvelle-Aquitaine, c'est pas très intéressant de faire rouler des trains. Donc ça, c'est un côté un petit peu, à mon avis, complètement has-been, mais c'est la réalité de ce qu'on vit tous les jours. Et puis il y a la réalité de ce qui se passe sur les territoires plus ruraux. La métropole est accessible, un certain nombre d'agglomérations le sont, encore que, il peut y avoir des difficultés. Mais on a aujourd'hui ce problème d'accessibilité. Ce qui fait que, y compris quand on a des lieux d'attractivité, comme disait Cédric il y a un instant, c'est évident qu'il faut des lieux d'attractivité, parce que sans ça, je pense que c'est compliqué d'attirer les touristes, y compris les Aquitains, puisque, sauf si les chiffres ont changé, mais je crois que c'est 70% de touristes qui sont toujours de Nouvelle-Aquitaine, donc bon, il faut quand même qu'on s'en soucie, et qu'on ait un double souci, c'est-à-dire la mobilité du quotidien, puis la mobilité touristique. Et par rapport à ça, on a un réseau ferroviaire structurant qu'on essaye de maintenir, tant bien que mal, un peu contre vents et marées. Et effectivement, on a récupéré, Cédric évoquait Transgironde, maintenant tous les réseaux départementaux qui sont... Donc on est en train justement de travailler à une amélioration qui se fait progressivement. C'est pas très simple, parce qu'en l'occurrence, on n'a pas 1 euro de plus par rapport à tout ça, mais bon, on fait avec. Et la réalité, c'est que, par exemple, sur ce territoire, on a déjà, même en Nouvelle-Aquitaine, il y en a d'autres qui ont été ouvertes, mais il y a 2 lignes récentes dans les environs qui ont été ouvertes. C'est Créon-Bordeaux, à l'intérieur de la métropole, et puis Biscarrosse-La Teste, où, mine de rien, en l'espace de quelques mois, on est avec des fréquentations qui sont inédites. Sur lesquels on avait d'ailleurs le département, Jean-Luc pourra l'évoquer beaucoup mieux que moi, avait déjà travaillé, et nous on a repris un certain nombre de choses, pour pouvoir ouvrir ces lignes qui maintenant, je dirais, sont interdépartementales, voire régionales. Ensuite, il y a évidemment ce qu'on appelle le dernier kilomètre, et c'est là où on a un sujet, et sur lequel, bon, si je devais retenir une seule bonne chose de la loi, mobilité là, qui vient d'être votée, c'est effectivement les contrats de mobilité qu'on va essayer de travailler avec les territoires qui ne sont pas aujourd'hui autorités de transport, parce que les autorités de transport, comme la commence a été citée, sont maintenant dans un syndicat mixte, Nouvelle-Aquitaine Mobilité, qui a mis en place un outil justement pour la mobilité qui s'appelle modalix.fr, sur lequel vous allez pouvoir trouver toutes les mobilités, et on va faire des interconnexions d'ailleurs avec Itiaki, pour permettre justement d'avoir en temps réel les informations sur les bus, les trains et les réseaux urbains. Bon, maintenant il reste les trous dans la raquette. Les trous dans la raquette, c'est tous les territoires ruraux sur lesquels aujourd'hui on a besoin d'avoir une co-construction avec les communautés de communes qui potentiellement pourront être autorités de transport mais sans moyens. Et sinon c'est la région qui reprendra. Donc l'idée qu'on a, c'est, on va passer ça en plénière en décembre, c'est justement de lancer ces contrats de mobilité là dans l'année 2020 pour les adosser au contrat de territoire, enfin je vous le fais court, de manière à ce qu'on puisse travailler non seulement sur de la fréquence, de l'intermodalité. Je rappelle juste que maintenant, on est en charge des pôles d'échange multimodaux, que la région a décidé de financer 100% des abris vélos, puisqu'on parlait vélo tout à l'heure. Donc, je veux dire, c'est plus un débat. La question maintenant qui se pose, c'est aussi, à proximité des gares, comment on organise le stationnement sur la ligne ici, TER. Je me fais engueuler à chaque comité de ligne parce qu'il n'y a pas assez de stationnement. Donc, on est en plus aujourd'hui sur une fréquentation de plus de 10% quasiment tous les ans sur le train, tant mieux. Mais les bus, c'est pareil, on est sur une fréquentation qui est en augmentation. La question qui nous est posée et qu'on est en train d'essayer de regarder, c'est les renforts de lignes qu'on fait au niveau de l'été pour le tourisme, c'est comment on fait les ailes de saison. Et en gros, pour aller à l'essentiel, d'avril à septembre, comment on ouvre des lignes que d'habitude on ouvrait uniquement juillet-août. Et potentiellement, même sur certaines lignes, de les ouvrir toute l'année, de manière à ce qu'on ait du domicile-travail qui puisse être utilisé par ailleurs. La question après derrière, c'est les sites touristiques sont-ils accessibles? Je réponds pour un qui est bien connu dans le parc, qui s'appelle Marquez, la réponse est non. 100 000 visiteurs, vous n'avez ni bus, ni train, il n'y a rien. Et il va y avoir une piste cyclable dans pas longtemps, quand on aura commencé les travaux, mais c'est pas accessible. À part en voiture, j'entends. Donc comment on fait ça? Et on est en train de travailler justement avec Sandrine, dans le cadre de la concertation qu'on est en train de mener là sur tous les départements, pour voir
qu'est-ce qu'il y a comme trou dans la raquette? Pour tout vous dire, vous prenez tout le Périgornois, aujourd'hui, à part avec votre voiture, vous ne pouvez pas faire. Donc ce qui veut dire qu'il faut qu'on mette du service, sauf à ce qu'on dise, bon, bah, on ferme Lascaux. Bon, a priori, pas dans les programmes. Et à l'arrivée, il y a quand même un certain nombre de poches comme ça, touristiques, ou de poches de lieux de travail très importants. Je vous prends un exemple, Lac, je crois qu'il y a 3000 ou 4000 emplois, il n'y a pas un bus. Donc ce qui veut dire qu'à un moment donné, on a des trous dans la raquette qu'il faut qu'on arrive à réparer. Et réparer ça, ça veut dire penser aussi par rapport à la question de l'accessibilité touristique des lieux qui aujourd'hui sont connus, où il n'y a rien, et des lieux où c'est moins connu. Et c'est là où il faut qu'on ait finalement, je vais appeler un deal, avec les intercommunalités et avec les communautés de communes, qui développent, ou avec les pays, ou avec les territoires qui sont conventionnés avec la région dans le cadre des conventions développement touristique, de manière à ce qu'on puisse regarder justement les questions de mobilité. Après, c'est vrai, dans les offres, il faut qu'on arrive aussi à avoir des offres qui soient entièrement géolocalisées et sur lesquelles on puisse avoir le dernier kilomètre. Donc on fait une expérimentation notamment sur le bassin de mobilité de Poitou-Charentes sur de l'autopartage. Alors on espère on sera un petit peu plus que zéro quand même, parce que c'est bon, voilà. Mais et d'autres bassins font sur d'autres sujets. Et tout ça pour arriver à l'outil modaliste qui va être en fait... alors on parle beaucoup de masse en ce moment, bon, nous le masse on l'a, mais sauf que la différence pas, c'est qu'il est public, et qu'effectivement vous ne trouverez pas des offres, trucs muches, machin, que vous aurez toutes les offres publiques des agglomérations de la région sur l'ensemble du territoire. D'accord, merci beaucoup. Donc innovation et services publics. On va essayer d'aller dans ce sens-là. La deuxième question portait sur les démarches écotouristiques et notamment la visibilité de ces démarches et de l'offre écotourisme par rapport à ce qui peut être mis en place les autres actions de marketing, on va dire, sur un tourisme plus traditionnel. Donc elle a été formulée comme ceci: entre le manque de visibilité des initiatives éco-responsables et les marques de territoire qui se multiplient avec des budgets importants, comment faire valoir des démarches engagées, donc souvent des démarches innovantes et qui manquent de visibilité. Donc cette question, je vais la poser à Jean-Luc Glaise et Nathalie Lelenon. Je ne sais pas qui... Allez. Merci Jean-Luc. Alors, toutes ces démarches sont complémentaires déjà, mais en termes de manque de visibilité des démarches éco-citoyennes, éco-responsables, éco-touristiques. Alors ça peut être une approche, ces démarches peuvent sembler non visibles, notamment avec le développement des marques. Nous, on le considère sur le territoire comme des démarches en tout cas complémentaires. Je crois que c'est important de les penser comme ça. Un exemple, nous travaillons au sein donc, du cœur du bassin. Nous sommes 5 communes aujourd'hui. Nous travaillons ensemble depuis de très 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 nombreuses années. Nous sommes partis à 2 communes, 3 communes. 5 communes avaient la loi NOTRe. Nous sommes au sein du bassin d'Arcachon et nous sommes au sein du territoire du parc naturel régional des Landes de Gascogne. Donc il faut faire en sorte que ces 3 territoires, à une échelle plus réduite et une échelle plus large, les valeurs portées par ces démarches puissent être complémentaires. Donc sur le cœur du bassin d'Arcachon, nous travaillons depuis des années à cette démarche écotouristique. Alors nous sommes partis il y a très longtemps. Les différentes communes, et nous avons essayé avec l'équipe et l'ensemble des hébergeurs et des prestataires de travailler à 2 échelles au sein de l'institution même de l'Office du tourisme, du cœur du bassin, donc pour développer au sein de l'équipe, dans nos propres démarches, dans nos propres actions, cette démarche éco-responsable. Nous nous sommes appliqués à nous-mêmes, ce que nous demandons à nos hébergeurs et à nos prestataires. Donc ça fonctionne bien, et plein d'initiatives sont en cours au sein de l'Office du tourisme, et puis un certain nombre de prestataires et d'hébergeurs ont de plus en plus développé cette démarche écotouristique
éco-responsable. Nous avons effectivement le bassin d'Arcachon qui a développé sa marque de territoire et le parc naturel régional qui a développé également sa marque. Pour nous, ce sont des démarches vraiment complémentaires et nous avons des prestataires, des hébergeurs qui peuvent à la fois développer une démarche éco-responsable à l'échelle de notre territoire, mais qui portent aussi les valeurs du bassin d'Arcachon, qui portent aussi les valeurs du parc. Les valeurs du parc qui sont tournées vers vraiment une démarche environnementale pour mettre en avant vraiment cette valeur environnement, préservation, cette fragilité, cet équilibre à trouver, et puis porter aussi les valeurs en ce qui nous concerne sur le cœur du bassin d'Arcachon, de ce territoire aussi exceptionnel. Et là aussi, nous mettons en avant le bassin d'Arcachon et aussi cette démarche environnementale et cet équilibre que nous souhaitons entre la préservation de l'environnement, de notre cadre de vie. C'est pour cela que les personnes viennent notamment sur nos territoires, et puis une démarche plus économique également, dont nous avons bien entendu extrêmement besoin sur nos territoires. Donc voilà, pour nous, vraiment, ces trois démarches sont vraiment imbriquées. Il faut surtout qu'elles avancent dans le même sens, chacun en respectant bien entendu ses différentes éventuellement valeurs qui peuvent être vraiment peut-être différentes à certains moments donnés, mais surtout complémentaires. Conciliation et complémentarité. Voilà. Jean-Luc Glaise, sur ce sujet. Bonjour à toutes et à tous. Quand je lis la question, moi, elle me paraît, elle inspire pour moi la question du sens et des valeurs du tourisme. Parler du local et du global, c'est considérer que les solutions locales peuvent être des réponses à des problèmes globaux. Et je pense que l'écotourisme est typiquement ce que nous pouvons mettre en avant, avec la question de comment on le fait, comment on le rend lisible, pour justement démontrer que sur un territoire micro, à l'échelle planétaire, nous sommes capables d'apporter des réponses à des problèmes beaucoup plus globaux. Et je pose la question du sens parce que je crois qu'on entendait tout à l'heure Renaud ou Cédric parler de points d'attractivité. Je pense qu'un des sujets dans l'attractivité touristique, c'est la manière dont on produit du sens au travers lorsqu'on devient consommateur touristique. Et donc venir chercher de l'écotourisme sur un territoire spécifique comme le parc naturel, c'est véritablement venir chercher un espace pour ce qu'il est, pour ce qu'il offre, pas forcément parce que justement son attractivité est majeure et massive, mais au contraire parce que justement il est discret, humble, modeste parfois, et qu'on vient chercher précisément ici une forme de tourisme différent, qui ne soit pas un tourisme de masse, qui ne soit pas un tourisme de consommation passive, et qui soit au contraire un tourisme dans lequel on retrouve des valeurs. La question est de savoir comment on rend visible ce territoire-là pour faire en sorte qu'il donne envie justement à ceux qui cherchent du sens et des valeurs autour du tourisme, à leur donner envie de venir précisément ici. Il y a évidemment les marques ou les labels qui peuvent être des manières de rendre visible des choix d'orientation en matière touristique. Mais les imaginateurs sont cités. En fait, l'intérêt de la démarche que nous portons en matière d'écotourisme sur le parc naturel ici, c'est la capacité à essayer de fédérer un réseau de prestataires, un réseau d'opérateurs, d'offices de tourisme, etc., en démontrant qu'il y a une cohérence d'ensemble dans cette approche de valeur et de sens, et qui nous permet collectivement d'être un territoire plus attractif justement que d'autres sur cette offre touristique différenciée. Et donc, les imaginataires, ça n'est pas une marque. Le sac des imaginataires, c'est, enfin, j'en sera question tout à l'heure, donc je ne vais pas développer, mais ça n'est pas une marque. Par contre, c'est une manière de fédérer un réseau de prestataires qui partagent le même sens et les mêmes valeurs en matière touristique. Et lorsque nous arrivons à produire l'effet de réseau, nous produisons ensuite l'offre touristique qui peut être déployée, y compris en termes de communication, en termes de promotion, et qui ensuite peut permettre de rendre visible le parc naturel comme étant un lieu dans lequel on vient chercher des valeurs et un sens particulier à sa consommation touristique. On peut le faire aussi parce qu'il y a des appels à projets du type région, comme la nôtre, qui nous permet aussi de nous structurer dans cette démarche-là et d'entraîner l'ensemble des prestataires et des opérateurs. Donc moi je crois que
la question du sens et des valeurs est fondamentale. Je pense qu'elle est de plus en plus recherchée dans le cadre d'un tourisme respectueux de l'environnement, respectueux globalement de l'espace dans lequel on se trouve. Par contre, pour le promouvoir, il faut à la fois des marques, des labels, une visibilité promotionnelle et de communication un peu classique, mais il faut aussi être capable de fédérer des réseaux de prestataires et d'opérateurs locaux qui constituent progressivement cette offre d'ensemble et qui surtout partagent une conscience de territoire sur ce sujet-là. Et moi je suis très très attaché à cette question de conscience de territoire, c'est le dernier axe de notre charte d'ailleurs, du parc naturel. Comment est-ce qu'on partage une conscience de territoire? Je pense que l'écotourisme ici est en train de réussir, ce qu'on n'a pas toujours réussi sur le sentiment d'habiter un parc naturel. Je pense que la démarche écotouristique est en train de créer progressivement cette conscience du territoire, au moins au niveau des prestataires et des opérateurs, et progressivement certainement vers les populations. En tout cas, il faut continuer dans ce sens-là, parce que c'est de cette manière que nous ferons du parc naturel un lieu exemplaire, et il l'est déjà en Gironde, en matière d'écotourisme. Merci beaucoup. La question 3, alors je vais juste vous demander si éventuellement de faire un petit peu plus court dans vos réponses pour qu'on réussisse à maintenir le timing. Parler des porteurs de projets. Le tourisme, c'est créé par vous, comme je le disais, vous faites tous le même métier, vous arrivez avec des projets tous différents, mais comment est-ce qu'on choisit ces porteurs de projets? Donc concrètement, comment faire le choix d'accueillir des porteurs de projets exemplaires plutôt que des activités saisonnières impactantes sur l'environnement et le paysage? Là, pour cette question, nous avions identifié Renaud Lagrave ainsi que Cédric Pain. Qui veut prendre la parole en premier? Alors juste, effectivement, quelques exemples. Alors déjà, c'est quand même souvent des porteurs de projets privés, donc on peut accompagner, on peut les aider, mais on ne décide pas tout. Ça, c'est un point important. Je prendrai quelques exemples. L'exemple peut-être le plus marquant, Lake City, c'est du ski nautique sur le bord d'une autoroute, sur une ancienne gravière sablière. A priori, Jean-Yves Tess parlait de valeur, de sens, etc. On ne retrouve pas immédiatement. Pourtant, le parc naturel régional des Landes de Gascogne a fait un vrai travail d'accompagnement, a travaillé avec eux, a essayé de travailler sur justement comment respecter nos valeurs, notamment on travaille sur les berges de temps, essayer de valoriser aussi le reste du territoire. Donc ce travail, il est fait, il est bien fait. Et aujourd'hui, voilà, Lake City, on en est très fiers, c'est du ski nautique et électrique, et ça attire énormément de jeunes et de moins jeunes. Et c'est une activité qui aujourd'hui est un bon relais à l'entrée de notre territoire. Donc on arrive à faire cet accompagnement. Un deuxième exemple, par exemple, l'acrobranche, site Natura 2000, c'est classé. On se dit, tiens, un acrobranche, pareil, travail du parc, travail de la mairie également de façon forte. Et aujourd'hui, quand il a fallu passer ce projet, notamment à l'ADREAL et à la commission des sites, on a eu l'unanimité. On a un projet qui est vraiment bien porté, qui est intégré dans cet espace naturel, qui préserve les arbres, qui préserve le milieu naturel. Il y a plein d'espaces mis en défense, donc des espaces qui sont non accessibles et qu'on ne peut que survoler avec les tyroliennes. On arrive à faire de ces projets des projets, je pense, innovants, respectueux de nos valeurs, et une fois de plus, cette acrobranche, on en est très fiers. On a quelqu'un là dans la salle qui, sans citer, c'est M. Garnin, qui est porteur d'un projet peut-être de camping. Nous, on a fermé le camping qui était à Mios, parce que c'était plutôt du logement social de façon, on va dire, très pauvre. Et voilà, on a essayé d'avoir une action sociale forte et d'en faire un parc qui soit porteur. Mais aujourd'hui, on peut avoir aussi un projet de tourisme différent, et notamment sur du camping. Cette personne est porteur d'un projet, je pense, sympathique, environnemental. Et une fois de plus, il y a un accompagnement du parc et de l'Office de tourisme Cœur de Bassin et de la mairie pour essayer, ensemble, de trouver le meilleur projet possible. Donc, je pense que, voilà, par la concertation, on peut accompagner. N'oublions pas que c'est des porteurs du projet souvent privés, donc on n'est pas là pour décider, mais on est là pour accompagner et faire que ça garde voilà, des valeurs et du sens. Moi, j'ai exactement dans le même sens que Cédric et ce que disait Jean-Luc tout à l'heure. Il ne faut rien refuser par principe. Tout simplement parce que aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est qu'on a de toute façon besoin encore d'un certain nombre d'investissements sur ce territoire, à la fois sur le parc, mais c'est vrai
en Nouvelle-Aquitaine au niveau touristique, donc il ne faut jamais refuser quelque chose par principe. La question, c'est comment on fait en sorte de le rendre plutôt compatible avec les valeurs effectivement qu'on porte, qu'a rappelé Jean-Luc il y a un instant, dans le cadre de cette idée que la région serait la première région sur le tourisme durable et que nous, sur notre territoire, effectivement, on est, je dirais, un petit peu laboratoire, hein, c'est le cas de le dire, dans le cadre de la convention qu'on a avec la région, et qui nous permet aujourd'hui d'avoir lancé cette grande opération. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas expliquer à des porteurs de projets, venez pas ici parce que ça serait, à mon avis, totalement contre-productif. Et ce d'autant plus qu'il faut qu'on ait en tête, quand on regarde le parc, pour celles et ceux qui connaissent, c'est facile, mais ceux qui viennent de loin, ils se disent, mais voyons, comment c'est foutu ce territoire. Ben, vous avez effectivement le bassin, hein, jusqu'aux confins de l'Armagnac, côté landais, en passant par la Haute-Hollande, qu'elle soit girondine ou landaise, où on n'a pas tout à fait les mêmes problématiques. Je veux dire, ce que vient de décrire Cédric, c'est abondance de biens ne nuit pas, mais ce qui n'est pas forcément notre cas sur les territoires plus ruraux du parc. Ce qui veut dire que, par principe et je dirais globalement, il faut qu'on puisse démontrer qu'on est aujourd'hui dans une démarche, et je pense que ce qu'on a fait depuis maintenant quelques années permet à toutes celles et ceux, non seulement aux habitants, je ne redis pas ce qu'a dit Jean-Luc, qui est extrêmement important, mais aussi à l'extérieur, de se dire, voyons, là il y a un territoire qui est en train de se mobiliser sur cette question, et pourquoi pas venir y investir. Moi, en tout cas comme président du parc, je refuse jamais des investissements, ni publics, ni privés, par principe. Sauf, évidemment, quand on vient m'imposer potentiellement une porcherie sur le territoire. Là, par contre, on discute un petit peu plus, comme on dit chez moi, on relève les mêlées. Mais par contre, quand ce sont des choses qui correspondent effectivement à nos valeurs, heureusement, de toute façon, on a un certain nombre d'outils aujourd'hui, notamment la charte, mais d'autres outils qui nous permettent quand même de réguler un certain nombre de choses et d'éviter un certain nombre d'horreurs, comme typiquement, sans parler de tourisme, celles et ceux qui voulaient éventuellement remplacer la forêt par d'autres plantations. Merci Renaud Lagrave. Gardez le micro parce que vous serez aussi destinataire de la prochaine question. Le tourisme, je vous le disais tout à l'heure, est souvent montré du doigt comme industrie, puisque très médiatique, notamment à travers la problématique de gestion des flux. Ainsi, on parle souvent de Venise, d'Amsterdam ou de Barcelone comme des mauvais élèves, ou au moins des gens qui pâtissent d'un surtourisme. Alors à ce sujet, petite parenthèse, je vous invite à consulter sur YouTube l'intervention de Paul Arsenault qu'il avait fait aux ET à Pau cette année, qui était intéressante sur le surtourisme, et qui mettait le doigt notamment sur le paradoxe des moyens qui étaient mis en termes de marketing et sur l'attractivité sur ces territoires, et le fait que ces territoires se plaignent du fait que ça marche. Donc en gestion des flux sur le parc, on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques, mais ça reste quand même une question. Le sujet du forum 2018 portait sur l'attractivité et la sensibilité, où la notion de surtourisme et d'anti-tourisme était présentée. Quelles sont les démarches du parc, quelles sont les démarches du parc qui peuvent éviter la concentration sur les hotspots, c'est-à-dire les points d'attraction principaux. Donc Jean-Luc Glaise et Renaud Lagrave. C'est un peu dans la continuité de ce que je viens de dire, c'est-à-dire que vous avez déjà des investissements qui sont faits sur pas mal de territoires du parc, donc c'est pas pour ça que, encore une fois, il ne faut pas en accepter de nouveau, hein, et y compris, pour être très clair, c'est pas non plus uniquement le parc qui décide des investissements touristiques. Il y a des territoires qui n'ont pas attendu le parc. C'est comme ça. Mais par contre, comme on est dans notre 50e année, on a un peu de recul quand même, on voit ça d'un petit peu plus loin, on se rend compte que sur un certain nombre de territoires du parc, donc encore une fois, je ne reviens pas sur ce que je disais tout à l'heure, qui sont très différents, il y a encore besoin d'avoir non seulement des pôles d'attractivité, mais aussi, pour le coup, une mise en tourisme et une offre touristique qui soit, je dirais, un petit peu plus opérationnelle. Je vais citer un exemple pour bien me faire comprendre. On a lancé maintenant, depuis 2 ans, une opération qui consiste à rénover tous les gîtes forestiers, côté notamment Sud-Gironde et Landais. Aujourd'hui, on a un parc à peu près de 350 à 400 gîtes qu'on va,
L'objectif, c'est entièrement qu'ils soient en pin des Landes et entièrement de les refaire en pin des Landes au goût du jour. Ils ont 50 ans, donc il faut un petit peu les rénover et faire en sorte qu'il y ait une offre touristique derrière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est très diffus, il n'y a pas d'offre concrète, il n'y a pas finalement de destination, et puis il n'y a pas non plus de coordination entre eux. Ce qui veut dire que là, demain, si on a une offre globale, alors le logement et la nuitée ne suffit pas, parce qu'il faut d'autres choses autour, ben, ça peut rendre aussi attractif pour un certain nombre d'opérateurs qui pourraient se dire, ah bah tiens, si j'ai des nuitées possibles, je vais pouvoir installer d'autres, éventuellement, enfin, des opérateurs pourront s'installer. Donc il faut partir aussi de ce qui est existant, notamment ces gîtes qui sont extraordinaires, hein, quand on regarde un petit peu tout ça, sauf que c'est des passoires énergétiques, enfin, c'est un petit peu l'enfer, et puis surtout, bon, ça ne correspond absolument plus aux demandes aujourd'hui des touristes, y compris sur un territoire écotouristique comme le nôtre. Donc il faut se bouger, et quand je dis il faut se bouger, ça veut dire que sur des territoires, à un moment donné, ben, il faut réinventer. Quand je dis le parc à 50 ans, la destination finalement, notre destination, qui est une destination qui avait été créée à un moment donné par la MIACA, vous avez des piscines à l'intérieur du parc qui avaient été créées par la MIACA. Bon, 50 ans après, voilà, il faut peut-être se reposer un petit peu les questions. Donc moi je suis intimement persuadé qu'il faut qu'on puisse non seulement conforter effectivement les territoires là où on a un petit peu plus de monde, et quand je dis conforter, c'est-à-dire faire en sorte aussi qu'il y ait je dirais de la modération touristique. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse dire à celles et ceux qui souhaitent venir sur des stations ou sur des territoires qui sont déjà saturés, ben, allez ailleurs. Ça s'appelle la régulation des flux. C'est ce qu'on a fait avec mon autre casquette de GIP littoral entre la métropole bordelaise, avec le conseil départemental et la métropole et le GIP et la région, pour éviter qu'un certain nombre de Bordelais, notamment, se retrouvent à faire 6 heures de route pour aller au Porges, 3 heures aller, 3 heures retour, comme ça a été le cas il y a 2 ans, en leur disant dès Bordeaux, bah, écoutez, arrêtez tout, hein, parce que ça ne sert à rien, c'est déjà saturé. Donc ça s'appelle juste essayer de gérer les flux. Et il y a aujourd'hui sur le bassin, j'apprends rien aux élus du territoire, qu'il y a un moment donné où on est à saturation. Et ça peut exister ailleurs, mais il faut pouvoir dire justement à celles et ceux qui viennent, écoutez, venez pas là, ça sert à rien, allez ailleurs, et on vous propose d'ailleurs d'autres destinations. Donc pour ça, il faut des outils. Et surtout, il faut que dans les destinations, ils ne trouvent pas la même chose, ils ne trouveront pas la même chose, c'est évident, mais qu'ils trouvent après d'autres opérateurs qui puissent les accueillir. Donc ce qui veut dire qu'il faut à la fois réguler, là où on est déjà à saturation, et continuer le développement, encore une fois dans le respect des règles qu'on s'est fixées, et dans la charte, et dans l'objectif d'être territoire de développement touristique, écotouristique, pour qu'on puisse avoir une offre touristique sur le territoire. Merci. Jean-Luc Glaise, même question. Je vais essayer d'être très synthétique. 2-3 points. Le premier, c'est d'abord que la particularité du parc naturel, c'est d'envisager la question touristique à l'aune d'une approche beaucoup plus globale, si vous permettez le terme, même si elle est locale, qui est une approche d'ensemble d'aménagement du territoire, de préservation des espaces, de régulation non pas simplement des flux, mais de l'organisation du territoire aussi. Et donc à ce titre, la logique des hotspots, d'ailleurs je trouve le terme assez savoureux ici, parce que je ne suis pas certain qu'on soit dans les hotspots ici, mais disons des points d'attractivité, on va citer Marquez en particulier, ou la Maison de la Nature au Tech. Outre ces points-là, il y a de toute façon une logique d'offres diffuses sur le territoire qui est travaillée via notamment le réseau écotouristique. Le fait d'être diffus permet de répartir les populations touristiques sur notre espace. Je vais citer 2-3 exemples. Alors, il y a la question d'abord géographique et il y a la question de la temporalité. On répartit géographiquement sur l'ensemble de l'espace et on répartit en temporalité avec notamment les ailes de saison. Parce que lorsqu'on a par exemple la forêt d'art contemporain, donc réseau d'une 20-25 œuvres qui sont aujourd'hui réparties sur l'espace parc naturel avec vocation qu'il y en ait 80 à terme, c'est un circuit de découverte, un itinéraire de découverte qui peut aussi être pratiqué en itinérance et qui permet d'aller découvrir
des œuvres d'artistes réparties sur l'ensemble du parc naturel. Il n'y a donc pas de concentration muséographique à un endroit, mais un musée à ciel ouvert qui est présent sur l'ensemble du parc naturel. Ça, c'est possible l'été, mais c'est possible aussi hors saison. Donc, c'est une offre qui non seulement est diffuse géographiquement, mais elle est diffuse dans le temps. On a le même sujet, par exemple, un autre sujet sur les crues cendrées. Les crues cendrées sont observables en période hivernale, et donc c'est une proposition touristique qui vient s'intégrer dans une offre d'ensemble sur une année, où la partie estivale est peut-être plus privilégiée, mais où on peut également trouver de l'intérêt sur une saison hivernale. Lorsqu'on a par exemple deux prestataires ici, comme Ecotelia ou Cap Cabane, on a des prestataires qui proposent une offre différenciée en matière d'hébergement, qui attire une clientèle spécifique qui vient chercher un produit spécifique. Et qui donc à ce titre ne vient pas pour de la consommation classique en matière touristique, mais qui vient repérer ce qui l'intéresse en matière d'hébergement, avec toutes les valeurs et le sens que j'évoquais tout à l'heure, qui sont produites dans le même temps par les prestataires qui proposent. Donc moi je crois que nous avons une logique par nature, par essence, qui est beaucoup plus, qui n'est pas concentrée sur des hotspots, mais qui est au contraire diffuse géographiquement, diffuse dans la temporalité, et qui contribue surtout à une vision globale d'aménagement du territoire du parc naturel. Merci beaucoup. Très rapidement pour la dernière question, mesdames, elle est adressée à vous. Concernant la promotion et les stratégies marketing mises en place par les destinations, clientèle parisienne, étrangère, long courrier, aisé, que faisons-nous des locaux? C'est essentiel. Moi, je dis toujours qu'on ne peut pas chercher à développer le tourisme ou travailler sur cette thématique-là sur un territoire si d'abord on ne cherche pas à travailler pour sa population et ses habitants. Vraiment, les choses sont à mes yeux bien plus complémentaires et vraiment étroitement imbriquées. Nous, sur le territoire du cœur du bassin, c'est en tout cas la ligne directrice qu'on s'est donnée depuis plus de 10 ans maintenant, de d'abord travailler pour sa population locale et ses habitants, qui sont les premiers ambassadeurs de nos territoires, notre population, surtout sur un territoire comme ici, ou comme le territoire du parc. Les habitants, d'abord, sont très fiers de leur territoire, qui est un peu à part, quelque part, et sont très fiers de le faire découvrir à leur propre famille. C'est vraiment une marque ici sur ce secteur-là. Donc, travaillons pour nos habitants tout au long de l'année, mettons en place un certain nombre d'équipements. Tout à l'heure, on parlait de mobilité, on en a beaucoup parlé. Cette mobilité que nous allons mettre en place tout au long de l'année, à un moment donné, elle va servir pour les visiteurs qui viendront sur ce territoire, et c'est valable dans tous les autres domaines des équipements. Donc, nous mettons en place un certain nombre d'infrastructures, un certain nombre d'animations. Pour ceux qui viennent d'ailleurs, et Cédric a repris un peu notre signature, mais d'abord pour ceux qui sont ici. Et c'est ainsi que, par exemple, depuis un certain nombre d'années, les brochures que nous avons fait évoluer, bien sûr, au fil du temps, que nous mettons en place à destination des visiteurs extérieurs, nous les distribuons d'abord à notre population locale. Ça marche très très bien. Les habitants sont vraiment ravis de recevoir tous les documents que nous mettons en place, et nous nous sommes vraiment rendus compte et aperçus que les premiers consommateurs de nos animations, mais ce sont d'abord nos habitants, les familles. Nous tenons aussi beaucoup à faire découvrir nos territoires aux enfants de ce territoire, qui parfois partent des fois un peu à l'extérieur avant de découvrir leur propre territoire, du bassin d'Arcachon, du parc naturel régional. Donc c'est vraiment un objectif que nous poursuivons. Voilà, c'est vraiment, à nos yeux, ça va au-delà de la complémentarité des actions. Oui, non, rapidement pour compléter ce que disait Nathalie, effectivement, il y a tout le travail que tu évoquais à très juste titre autour des clientèles locales qui sont nos premiers ambassadeurs et justement qui répondent aussi aux risques. Alors vous évoquiez au-delà des chiffres, il y a des destinations qui sont vraiment victimes du surtourisme, mais on a aussi un certain nombre de destinations où, pour moi, l'enjeu, je veux pas qu'en Nouvelle-Aquitaine il y ait des autocollants partout disant aux touristes de rentrer chez eux. Et pour que nos locaux accueillent bien les touristes, c'est aussi
une chose à travailler avec eux, qu'ils soient des ambassadeurs de nos destinations, qu'ils les connaissent. La taille de la région fait aussi que, comme tu le disais Renaud, les principaux touristes en Nouvelle-Aquitaine viennent de Nouvelle-Aquitaine, hein, parce que je vous assure que quand on habite au Pays Basque, aller à Guéret, c'est déjà un bon périple, surtout si on essaye d'utiliser comme j'essaie de le faire, le ferroviaire. Mais oui, bien sûr, la taille de la région fait que nos principaux touristes sont des locaux. D'ailleurs, bien sûr, quand vous dites en promotion, on met tout sur les clientèles parisiennes et étrangères, les chiffres parlent d'eux-mêmes, je pense. Sur les 32 millions de touristes qu'on a accueillis en 2018, qu'on va accueillir, pardon, on estime qu'on va atterrir à 32 millions en 2019 en Nouvelle-Aquitaine. 28 millions sont français, hein, sont originaires de France. Donc, et voilà, vous voyez la taille de la Nouvelle-Aquitaine sur ces 28 millions. Une bonne, les trois quarts sont de Nouvelle-Aquitaine. Donc non, on ne fait pas tout pour les clientèles étrangères et parisiennes. On fait la principale, l'origine principale de nos touristes, c'est la Nouvelle-Aquitaine. On ne fait pas non plus tout pour les clientèles aisées. Il y a aussi un énorme travail fait par la région et par l'ensemble des acteurs régionaux, à la fois collectivités locales, mais aussi les têtes de réseau, les porteurs de projets pour le tourisme social, le tourisme pour tous. Donc c'est premièrement accompagner soit la modernisation, soit la construction d'hébergements de ce type. Je sais que je crois que vous allez avoir plus tard dans la matinée ou dans la journée des échanges sur, et que vous allez faire parler un certain nombre d'acteurs qui portent des projets à la fois en lien avec l'éco-construction et le tourisme social. Ce sont des projets que la région tient à accompagner parce qu'on le voit, c'est déjà en permettant à tous de partir en vacances. T'évoquais, Nathalie, le travail que vous faites pour aider les petits néo-aquitains à partir et finalement les faire partir en vacances, de préférence en Nouvelle-Aquitaine, mais il y a aussi cet enjeu de comment est-ce qu'on les accompagne financièrement, parce qu'un certain nombre, on en a un certain nombre qui sortent de Nouvelle-Aquitaine et l'enjeu c'est de les faire plutôt aller en Nouvelle-Aquitaine, mais on en a aussi malheureusement encore trop qui ne partent pas. Donc comment est-ce qu'on les aide à partir? C'est aussi donc tout un travail avec les têtes de réseau, avec les réseaux type Agence nationale des chefs vacances, vacances ouvertes, vacances et familles, un certain nombre d'acteurs qui aident au départ en vacances parce que c'est aussi une éducation, une formation. Non seulement ça les sort un petit peu de leurs difficultés quotidiennes, mais c'est en aidant, en donnant cette culture des vacances et en les formant aussi à des vacances plus propres, plus durables, plus écotouristiques, qu'on formera les touristes de demain. Et je citerai aussi l'accompagnement à un certain nombre d'expériences innovantes qui favorisent à la fois le départ en vacances, mais aussi les loisirs des néo-aquitains. Un exemple de l'association Equites qui favorise, qu'on a accompagné récemment, qui vise à développer les séjours équestres pour les publics en situation de handicap. Donc séjours équestres en Nouvelle-Aquitaine pour les publics en situation de handicap. Donc c'est à la fois tout l'enjeu du lien entre le cheval et la personne et le travail énorme qui est fait par rapport au handicap, mais aussi visiter des lieux de Nouvelle-Aquitaine qu'on ne peut pas visiter d'une autre façon que par cette itinérance-là. Donc non, il n'y a pas qu'un travail pour les clientèles étrangères, parisiennes et aisées, bien au contraire. On est rassurés. Merci à tous, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. On a pris un peu de retard, donc on va passer à la suite. Jean-Luc Glaise, on vous retrouve pour la conclusion de la matinée. Et je vais inviter Joël Henry à venir me rejoindre, qui non content d'avoir une très belle moustache. Également créer le laboratoire de tourisme expérimental et développer une pensée critique et poétique sur notre industrie, notamment à travers la notion de locatourisme. Donc c'est parfait, puisque ça fait parfaitement la transition avec ce qu'il vient d'être dit.